orthographie, dyspraxie, etc. Derrière ces noms pas toujours simples à comprendre, et encore moins à écrire, se cachent des troubles spécifiques à l'apprentissage, les troubles 10. Parmi ces TSA, on entend parler de plus en plus de dyslexie, mot fourre-tout qui mérite d'être expliqué, compris afin d'être mieux traité. À travers le témoignage d'enfants, de parents, de spécialistes et d'enseignants, tous acteurs de la gestion de ce handicap, nous verrons ce qu'est véritablement la dyslexie, comment elle se traite et comment bien vivre avec afin de dédramatiser la chose. Mais tout d'abord, qu'entend-on par dyslexie ? La dyslexie, c'est un trouble de la lecture, c'est un trouble spécifique cognitif. Trouble cognitif, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la façon dont le cerveau va traiter certaines informations, par exemple des sons, des lettres, etc. C'est important de savoir que c'est un trouble cognitif parce que ça signifie qu'il y a un dysfonctionnement qui est réel. Donc l'enfant, il a beau avoir la meilleure volonté du monde, vous avez beau lui répéter 46 fois la même chose de la même façon, ça ne va pas fonctionner, même s'il est intelligent par ailleurs. Voilà. Un trouble spécifique, ça veut dire que ça touche que la lecture. Si c'est une dyslexie pure, il n'y a que la lecture qui est atteinte. C'est un enfant qui va être très intelligent par ailleurs, qui peut cartonner en mathématiques. Avant d'entrer dans la lecture, tout se passait super bien. Dyslexie, trouble de la lecture uniquement. Après, il y a d'autres troubles 10 qui peuvent être associés. Normalement, il y a notamment la dysorthographie, qui est un trouble de l'orthographe, mais c'est pas obligé. C'est parce que c'est un trouble spécifique que c'est un trouble qu'on va pouvoir compenser. Bras, gare. C'est parce que ce trouble est méconnu que les membres du club service du Rotary ont voulu le faire connaître à la population martiniquaise. Le but premier, c'est de faire connaître le trouble, puisque c'est vrai qu'on en parle beaucoup et qu'on ne sait pas toujours quoi mettre derrière. Donc la première action, c'est une action de sensibilisation, également une action d'information auprès des parents, des enseignants, des professionnels de la santé également, pour que la prise en charge soit plus efficace. Et puis également une action auprès des associations ou plus largement des instances, des organisations, des personnes qui sont concernées par la dyslexie. Donc mettre tout le monde en relation pour permettre une meilleure prise en charge, un meilleur accompagnement et un meilleur dépistage du trouble. Quid de l'amalgame entre retard mental et dyslexie ? Une dyslexie, c'est un trouble de la lecture, c'est pas un retard de lecture. Donc un enfant dyslexique va pas faire comme les autres enfants. Il va faire des erreurs que même un enfant plus jeune n'aurait pas fait. Donc souvent, c'est ces anomalies, ces déviances qui vont mettre la puce à l'oreille des enseignants. Des fois, c'est les parents qui s'en rendent compte. Dans tous les cas, le passage obligé, c'est médecin généraliste ou médecin quel qu'il soit, pour faire une ordonnance pour un bilan orthophonique. C'est le bilan orthophonique qui va pouvoir permettre de diagnostiquer ou non la dyslexie. Donc on a toute une batterie de tests notamment et puis d'analyses cliniques qui vont nous permettre de poser le diagnostic. Valérie est la maman du petit Mathis. Mathis a une dyslexie sévère qui l'handicape à l'école. Avant de mettre un nom sur les mots de son fils, cette jeune maman a eu du mal à gérer sa scolarité. Elle ne comprenait pas comment un enfant si intelligent pouvait avoir de telles lacunes. Il y avait une sorte d'incompréhension, de décalage entre l'intelligence et la réactivité dont il faisait preuve au niveau des connaissances acquises oralement et le fait de le faire passer par l'écrit ou même le fait de lire. Mathis n'arrivait pas à lire. Il y a des jours où il lisait relativement bien et d'autres jours où il butait sur des mots aussi simples que maman. Moi, derrière, je le poussais, je lui faisais faire des pages d'écriture pour essayer d'améliorer l'écriture. Je le faisais lire tous les soirs. Il y a des jours où j'avais l'impression qu'il faisait des efforts constructifs et que ça fonctionnait. Mais il y a d'autres jours où j'avais le sentiment qu'il perdait toutes les notions que nous avions acquises quelques jours avant. Rémi met la farine dans le saladier, puis il casse les œufs, il ajoute enfin du lait. J'ai un peu de mal à écrire, j'ai un petit peu de mal à lire, mais je pense plus que c'est la lecture qui flanche plutôt que l'écriture. Moi, je crois que le plus gros problème que j'ai eu à l'école, là, c'est ma maîtresse de CP qui me rabaissait en permanence. Parce que soi-disant, je vais arriver à rien, je vais rien faire dans la vie, je vais être ébour plus tard. À chaque fois que je me réveillais pour aller à l'école, je pleurais, je disais à ma mère, machin, je veux pas y aller parce que je veux encore me taper une mauvaise note.
la maîtresse va encore me crier dessus, le directeur va encore me donner un mot pour que je fasse plus d'efforts. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Ouf. Quand je rentrais à la maison avec des mauvaises notes, ma mère ne m'engueulait pas du tout. Elle me disait machin que je ne dois pas me décourager, mais par contre, c'était tout le contraire de mon père. Il y a effectivement des jours où je perdais patience, mais même en perdant patience, je me sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je ressentais bien une sorte de souffrance chez mon enfant. Le gamin perdait lui-même patience vis-à-vis de ce qu'il vivait. C'est-à-dire qu'il y a des fois où même il se rabaissait, il avait le sentiment d'être un idiot, de ne pas y arriver, de ne pas savoir. Il y a des jours où effectivement je disais mais fais un effort, il faut que tu y arrives, tu es intelligent, fais un effort. J'avais l'impression qu'il ne faisait pas assez d'efforts, mais je savais aussi qu'il y avait un problème quelque part. Le souci c'est que il y a des gens autour de lui qui étaient persuadés qu'il faisait l'idiot. Pas qu'il était idiot, on n'a jamais cru que Mathis était idiot, mais qu'il faisait l'idiot, ou qu'il était fainéant, ou qu'il n'en faisait pas assez. C'est ça le souci. Avant, j'avais une maîtresse horrible, elle me rabaissait, elle disait que j'arrivais à rien. Mais j'ai changé d'école et je suis arrivée dans la classe d'un monsieur qui est très bien, qui s'appelle Monsieur Grandry. Et c'est grâce à lui qu'en fait, que j'ai compris que j'avais des problèmes, vraiment des sérieux problèmes, et donc il m'a aidé à progresser. En fait, ce qui est différent avec ce professeur-là comparé à ma maîtresse d'autrefois, c'est que lui, en fait, il encourage les gens à progresser plutôt qu'à les rabaisser et lui donner des mauvaises notes. Les enfants dyslexiques, c'est des enfants qui sont normalement intelligents et c'est des enfants qui, souvent, du fait de leurs troubles, vont développer une magnifique capacité d'adaptation, une capacité de compenser, de passer par d'autres chemins. La méthode pédagogique joue donc un grand rôle à l'école, mais à la décharge du corps enseignant, il n'est pas toujours aisé d'apporter un enseignement scolaire adapté à chaque enfant dans une classe nombreuse. De manière générale, c'est la volonté de toute façon d'aider tous les élèves, elle est bien présente. Ce qui peut être un petit peu plus difficile, c'est la mise en œuvre, compte tenu du fait que dans une classe, il y a beaucoup d'élèves et qu'on a déjà des hétérogénéités dues au niveau des élèves les uns par rapport aux autres d'une part et à leur appréhension de la discipline d'autre part. Mais avec quelques petites astuces, même malgré les moyens humains, parce que je veux dire que ce qui manque surtout, ce sont des moyens humains. Quand on a les élèves, par exemple, en demi-groupe, on s'en rend compte, on a la moitié de la classe, on est beaucoup plus efficace qu'avec une classe entière, mais malgré cela, on a quelques petites astuces qui permettent de mettre les élèves un peu plus à l'aise, et plus particulièrement en ce qui concerne la dyslexie, quand on en a conscience, eh bien, il y a quelques efforts qu'on peut faire pour que les élèves aient moins de difficultés, peut-être pas gommer toutes les difficultés, mais en tout cas, qu'ils puissent avoir un confort peut-être supplémentaire pour pouvoir étudier dans des conditions un peu plus favorables. Les aménagements pédagogiques qu'on peut mettre en place pour les enfants dyslexiques, c'est des aménagements dont les enfants dyslexiques ont besoin, mais qui vont aider toute la classe. Voilà, ça c'est une chose intéressante à savoir, parce qu'en gros, on épure la tâche, on la rend la plus facile possible, on enlève toutes les difficultés surajoutées. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de faire passer une notion de mathématiques, on va enlever tout ce qui habille cette notion de mathématiques pour vraiment la faire passer. Donc ça aide tous les enfants, c'est important à comprendre parce que les pauvres enseignants, ils ont des enfants dyslexiques mais aussi dysphasiques, dyscalculiques, hyperactifs. Ils ne peuvent pas faire des cours particuliers à chaque enfant, donc c'est des aménagements qu'ils mettent en place pour toute la classe de façon générale. Voilà, si on comprend bien qu'il y a qu'est-ce qu'on veut faire passer, quelle est la notion qu'on veut transmettre, on arrive après à aménager pour que tout ce qui habille cette notion ne pose pas de difficultés aux enfants. Notamment pour un enfant dyslexique, on va éviter de passer par le langage écrit, favoriser l'oral. À mon sens, ce qui est important, ce n'est pas la production écrite de l'élève, mais c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il sait faire. Et d'une manière ou d'une autre, l'idée est d'évaluer ce qu'il sait faire. Donc, je me dis qu'un dyslexique, par exemple, qui a beaucoup de mal à l'écrit, mais qui comprend les mathématiques, ce serait injuste qu'il soit pénalisé par une mauvaise note, puisqu'on parle de notes encore dans le système français, qu'il soit pénalisé et qu'on lui renvoie surtout une image de mauvais élève, alors qu'il est peut-être bien meilleur que d'autres et que son problème n'est pas mathématique, voilà, n'est pas dans la compréhension. Et à mon sens, l'important, c'est surtout ça, c'est d'évaluer véritablement les capacités de l'élève
et pas sa capacité à rentrer dans le moule. Voir mon enfant ne pas réussir à avancer dans sa scolarité, donc supposer que demain il n'y arrivera pas dans la vie parce que le monde n'est pas tendre avec les enfants, voir qu'il a des difficultés, que personne n'arrive à mettre un nom dessus ou personne n'arrive à l'aider, pas même moi, ça nous a fait, tous les trois, sa sœur, lui et moi, ça nous a fait souffrir pendant des années. J'étais désemparée parce qu'en réalité, je ne trouvais pas, n'étant pas moi-même professionnelle, n'étant pas pédagogue, je ne trouvais pas de solution. À force de recherche, cette maman a pu trouver la bonne thérapie pour aider son fils. Ils ont donc décidé de faire des crêpes pour le dîner. J'ai eu la chance immense de tomber sur une orthophoniste qui, en une séance, m'a dit voilà, Mathis est dyslexique, il est dyslexique sévère, on va travailler avec lui et ça va le faire, ça va aller parce qu'il est intelligent. Il a déjà mis en place des stratégies parallèles pour pouvoir essayer de contourner ses problèmes. Et effectivement, un mois après le début des séances, 2 séances par semaine d'une demi-heure, j'ai vu la différence. Oui, depuis que je suis des cours d'orthophoniste, oui, j'ai plus confiance en moi, oui, je progresse plus. Il prépare des pâtes à crêpes. Ouais. Il prépare De la pâte à crêpes. Plus le dépistage est précoce, plus la prise en charge est précoce et plus ça va être facile de mettre en place des compensations. Et surtout, moins le trouble aura d'autres répercussions secondaires qu'il faudrait soigner par la suite. Autre exemple, Elio, qui est un jeune trentenaire qui a repris ses études universitaires. C'est à 12 ans que, suite à une scolarité difficile, que ses parents le font suivre et qu'est diagnostiquée une dyslexie. À force de volonté, Elio obtient un BEP ainsi qu'un baccalauréat. Après quelques années dans la vie professionnelle, Elio décide de poursuivre des études de gestion d'entreprise sous le campus. Mon retour à la fac a été, durant la première année, un peu particulière puisque j'étais un peu perdu. La prise de notes est le problème le plus important. Mais durant cette année, j'ai développé une façon technique de prise de notes avec l'arborescence. Donc je prends mes notes directement en arborescence en plein cours. Comme ça, ça réduit la quantité de choses à écrire. Parce que pour moi, la prise de notes en linéaire est quasiment impossible. En gros, le cerveau fonctionne différemment. Le cerveau fonctionnera toujours différemment. Il va toujours emprunter une autre route. Par contre, en empruntant une autre route, il peut aller aussi vite et aussi bien et au même point d'arrivée que les autres. Donc on peut ne plus voir la dyslexie, ne plus voir que la personne est gênée, mais la personne sera toujours gênée et devra toujours compenser. La dyslexie se compense, mais elle disparaît pas. Je peux dire que la dyslexie, d'une certaine façon, m'a apporté quelque chose de plus. Puisque, étant donné qu'on a des difficultés à lire et on a tendance à chercher des moyens de contournement pour pouvoir justement atteindre les objectifs qu'on a. Et à la longue, à force, ça développe une capacité d'analyse assez importante. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que je suis assez bon pour tout ce qui est analyse, pour tout ce qui est déduction. Et dans la vie de tous les jours, ça me sert. Donc quand je suis en cours, par exemple, et que je prends mes notes en arborescence, c'est la capacité d'analyse qui me permet vraiment de faire en direct une synthèse du cours. En prenant juste les éléments qui sont essentiels à retenir. Le soutien des parents est très très important parce que quand on est dyslexique, dans sa vie personnelle, on se sent bridé, surtout qu'en réalité on n'est pas bête, hein. On comprend très bien ce qui se passe, mais on n'arrive pas et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ça peut créer en fait une espèce de colère, non seulement envers soi-même, ou envers les autres qui nous entourent, même envers les parents, ou bien sinon on peut tomber dans le déni et on fait comme si ça n'existait pas. Alors pour commencer, je voudrais donner un message aux parents qui ont des enfants dyslexiques. Ne les prenez pas pour des débiles. Ils sont juste un peu différents des autres enfants. Ils n'arrivent pas à se concentrer, machin. Et pour tous les enfants qui sont dyslexiques ou qui ne le savent pas vraiment, demandez aux parents s'ils peuvent trouver une orthophoniste ou ne vous découragez pas.
En tout cas, si vous avez un prof qui vous décourage, qui vous dit des trucs pas gentils, qui vous met des mauvaises notes pour rien, ne vous découragez pas. Et surtout, le meilleur remède que moi j'ai trouvé, c'est me trouver des bons amis qui vont faire tout pour t'aider. Et voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Quand on est jeune, vraiment, dans l'adolescence, on est injuste. Les adolescents entre eux, ils sont vraiment dans l'injustice totale. Mais en grandissant, en fait, et surtout avec la compréhension de l'handicap, la vision change et les choses changent. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, la compréhension de ce qu'est la dyslexie a été salutaire pour moi, parce que j'ai compris que j'étais pas nul, j'étais pas bête. Et aujourd'hui, en fait, quand je suis confronté à d'autres personnes, c'est avec une plus grande facilité, une plus grande aisance que je présente mon handicap et que je dis que voilà, pour telle et telle chose, j'ai des difficultés. Et c'est des choses qui peuvent se comprendre, qu'on explique bien, qui peut être compris. Chose que je ne connaissais pas quand j'étais adolescent. Donc la honte vient, on se cache, on ne participe pas alors qu'on veut participer. On sait qu'on connaît les réponses, mais on n'ose pas les dire. Et parfois, ça peut être très, très mal vécu. On peut très bien vivre avec une dyslexie, on peut travailler avec une dyslexie. Si on a une prise en charge, ça va être plus facile, il y aura moins de souffrance face au langage écrit, c'est sûr. Mais il y a plein d'adultes dyslexiques qui travaillent, il y a plein de personnes célèbres qui étaient dyslexiques. Notamment, il y a Einstein qui était dyslexique. Pourquoi moi j'ai accepté de parler, c'est pour pouvoir dire à tous ceux qui sont comme moi que c'est possible, qu'il y a de l'espoir, que dès lors qu'on a la volonté, on peut y arriver. Maintenant, il faut évidemment se donner les moyens et chercher par quel arrangement on va pallier à nos difficultés, mais c'est possible. Et à l'heure qu'il est, pour l'instant, moi, ça se passe bien au niveau des études. J'espère que ça va continuer et que je vais arriver au plus loin que je peux. Mais je sais qu'aujourd'hui, je sais avec certitude que c'est réalisable.